Le bruit des verres qui s'entrechoquent et le murmure des conversations se sont tus. Une centaine de regards sont tournés vers moi. Suspendus à mes lèvres. Je me tiens sur la petite estrade, baignée par la lumière douce d'un projecteur. À ma droite, Adrien Dubois, le PDG de l'entreprise, me regarde avec une confiance qui me donne la force de continuer. Ma robe vert émeraude capte la lumière. Un étendard de soie dans la grande salle du musée des Confluences. Derrière nous, un écran géant attend, noir et silencieux, prêt à diffuser la vérité. Dans la salle, je peux presque sentir la curiosité, l'interrogation. Élise Laurent, la femme de Guillaume, l'organisatrice dévouée de cet événement, sur scène avec le grand patron? C'est inhabituel. C'est exactement ce que je voulais. Mon cœur ne bat pas la chamade. Il est calme, froid, précis. Comme une horloge attendant de sonner minuit. Je me penche vers le micro. Mon regard balayant l'assemblée une dernière fois. Un sourire énigmatique flotte sur mes lèvres. Je prends une inspiration. Non pas par nervosité, mais pour savourer l'instant. L'instant juste avant que tout bascule. Commençons. Je murmure. Et ma voix, claire et ferme, résonne dans le silence. 2 semaines plus tôt. Le son de la notification du téléphone de Guillaume n'aurait dû être qu'un bruit de fond. Un simple bip électronique un mercredi soir. Pendant que je pliais les uniformes scolaires de Chloé dans notre chambre. Mais quelque chose dans la façon dont son visage s'est fermé en jetant un coup d'œil à l'écran a provoqué un nœud dans mon estomac. Il a rapidement retourné le téléphone, face contre la commode, et s'est éclairci la gorge. Des trucs de boulot? Mon amour. Rien d'important. Je m'appelle Élise Laurent. Je suis mariée à Guillaume depuis 8 ans. 8 ans à jouer le rôle de l'épouse modèle d'un cadre supérieur. Celle qui organise les pique-niques d'entreprise. Se souvient des anniversaires de tout le monde et s'assure que les chemises de Guillaume sont impeccablement repassées pour chaque réunion client. Nous avons 2 enfants magnifiques. Chloé, 6 ans, qui commence à perdre ses dents de lait. Et Lucas, qui vient d'avoir 4 ans et qui croit encore que des monstres vivent sous son lit. Ce soir-là, quelque chose était différent. Appelez ça de l'intuition? L'instinct d'une femme? Mais cette notification m'a hantée pendant des heures. Guillaume est allé prendre sa douche, fredonnant une chanson que je ne connaissais pas. Et je me suis surprise à fixer son téléphone sur la commode. Je n'ai jamais été du genre à fouiller dans les affaires de mon mari. Nous avions confiance l'un en l'autre. Du moins, c'est ce que je pensais. Mes mains tremblaient en saisissant l'appareil. Quand j'ai vu le nom sur l'aperçu de l'écran de verrouillage, mon monde a basculé. J'ai hâte de te sentir à nouveau demain. Chambre 412. Comme d'habitude. S. Martel. Sophie Martel. La nouvelle analyste financière qui avait rejoint l'équipe de Guillaume il y a 6 mois. La même Sophie à qui j'avais offert des cookies faits maison pour son premier jour. Celle que j'avais invitée à notre barbecue pour le 14 juillet. Celle qui complimentait toujours mes boucles d'oreilles lors des événements d'entreprise avec ce sourire doux et innocent. Mes jambes ont flanché. Je me suis assise lourdement sur notre lit. Le même lit où Guillaume et moi avions conçu nos enfants. Où nous avions murmuré nos rêves d'agrandir la maison. Où, dimanche dernier encore, il m'avait apporté le café en me disant que j'étais belle. L'eau de la douche coulait toujours. Mon cerveau tournait à plein régime, essayant de comprendre ce que je venais de lire. Chambre 412. Comme d'habitude. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de réunions de travail tardives étaient en réalité des rendez-vous avec une femme de presque 10 ans ma cadette?
J'ai rapidement repris son téléphone. Mes doigts tâtonnants pour taper le code. La date de notre anniversaire. Guillaume n'avait jamais été assez créatif pour choisir autre chose. La conversation avec Sophie Martel remontait à des mois. Novembre. Ils se voyaient en secret depuis novembre. Un message de Sophie disait « La femme de Guillaume ne se doute de rien. Elle est tellement pathétique. À vouloir plaire à tout le monde au bureau. Tu l'as vue à la fête de Noël? A essayé de faire la conversation? C'est presque triste. » Un autre, elle m'a demandé ma routine de soins pour la peau aujourd'hui. J'ai eu envie de lui dire que la jeunesse ne s'achète pas chez Monoprix. Mais j'ai juste souri et dit que c'était la génétique. Ma poitrine semblait sur le point d'imploser. Il n'avait pas seulement une liaison. Il se moquait de moi. Il faisait de moi l'idiote qui apportait des gâteaux faits maison à la femme qui couchait avec son mari. Mais alors? Quelque chose d'autre a commencé à naître en moi. Quelque chose de plus brûlant que le chagrin. La colère. Une colère pure, cristalline, qui a rendu ma vision plus nette au lieu de la brouiller. J'ai continué à faire défiler leurs messages, prenant des captures d'écran de tout. Il y avait des photos. Rien d'explicite. Heureusement. Car je ne pense pas que j'aurais pu le supporter. Mais il y avait des selfies pris dans des toilettes de restaurants. Des photos de cartes magnétiques d'hôtel. Des images de lingerie avec des messages comme « Pour notre réunion de demain ». La douche s'est arrêtée. J'ai vite verrouillé le téléphone et l'ai reposé exactement là où Guillaume l'avait laissé. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il l'entendrait en sortant. « Tout va bien? Chérie ?» a-t-il demandé. Sortant de la salle de bain avec une serviette nouée autour de la taille. Les cheveux encore mouillés. Le même homme qui m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin. Qui avait promis d'aller chercher Lucas à l'école. Qui m'avait demandé ce que je voulais pour dîner comme s'il était un mari normal dans un mariage normal. Bien? Ai-je réussi à dire? Ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Juste fatiguée. Il a souri. Ce sourire facile et charmant qui m'avait fait tomber amoureuse de lui à l'université. L'organisation du gala de printemps doit t'épuiser. Ne te stresse pas trop avec ça. Élise. Tout le monde adore toujours ce que tu prépares. Le gala de printemps. Bien sûr. L'événement annuel de l'entreprise que je coordonnais depuis 3 ans. Celui où je m'assurais que chaque détail était parfait. Celui où je jouais le rôle de l'épouse de cadre dévouée pendant que les collègues de mon mari le félicitaient d'avoir une partenaire si organisée. Le gala de cette année était dans 2 semaines. 2 semaines pendant lesquelles je pouvais soit m'effondrer, soit faire quelque chose. En fait, dis-je, me forçant à le regarder droit dans les yeux. Je pensais apporter quelques changements à l'événement de cette année. Le rendre plus mémorable. Guillaume était déjà distrait, consultant à nouveau son téléphone. Ça a l'air super? Ma chérie. Fais comme tu le sens. Fais comme tu le sens. Si seulement il savait ce que je pensais vraiment. Après que Guillaume s'est endormi, rêvant probablement de sa prochaine réunion de travail, je me suis glissée en bas, dans notre bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais du travail à faire. Et cela n'avait rien à voir avec des arrangements floraux ou des menus de traiteur. J'ai créé une nouvelle adresse email et j'ai commencé mes recherches. Dossier d'hôtel? Politique de l'entreprise? Manuel de l'employé. Saviez-vous que la plupart des grandes entreprises ont des politiques très strictes concernant les relations entre employés? Surtout quand l'une des parties est mariée et que la relation pourrait être considérée comme créant un environnement de travail hostile? J'ai aussi commencé à prêter attention à des choses que j'avais ignorées auparavant. La fréquence croissante des dîners clients de Guillaume. Le fait qu'il se soit remis au sport après des années à se plaindre d'être trop occupé.
Comment il avait acheté une nouvelle eau de Cologne et avait commencé à se soucier de la qualité du fil de ses chemises. Les signes avaient été là. J'avais juste été trop confiante. Trop à l'aise dans mon rôle de parfaite épouse de banlieue pour remarquer que mon parfait mari de banlieue était tout sauf parfait. Mais voici ce que Guillaume et Sophie ne savaient pas sur moi. J'organise peut-être des kermesses et je me souviens des préférences de café de tout le monde. Mais je suis aussi diplômée de HEC Paris. J'ai peut-être l'air d'une simple mère au foyer qui fait du bénévolat à l'école. Mais je travaillais dans la communication d'entreprise avant la naissance de Chloé. Je comprenais la politique de bureau, les dynamiques de pouvoir et la manière exacte de détruire la réputation professionnelle de quelqu'un sans laisser d'empreinte. Les jours suivants, j'ai joué mon rôle à la perfection. Épouse attentionnée, mère aimante, bénévole dévouée. Mais chaque moment de libre, je planifiais. Et puis, je me suis souvenu de quelque chose qui a tout changé. Le divorce d'Adrien Dubois avait été finalisé juste avant Noël. Adrien Dubois, le PDG de l'entreprise. Un homme qui avait toujours été poli mais distant lors des événements professionnels. Adrien Dubois, que j'avais surpris à me regarder une ou deux fois au fil des ans. Avec quelque chose qui aurait pu être de l'intérêt si je n'avais pas été si naïvement dévouée à mon mariage pour le remarquer. Adrien Dubois, qui avait le pouvoir de tout changer. Les jours qui ont suivi ont été comme vivre dans un univers parallèle. Je me levais. Je préparais le café de Guillaume exactement comme il l'aimait. Je préparais le déjeuner de Chloé avec les petits mots qu'elle adorait. Et je conduisais Lucas à l'école maternelle pendant que mon mari envoyait des SMS à sa maîtresse à 1 mètre de moi dans notre cuisine. Papa, pourquoi tu souris tout le temps à ton téléphone maintenant ? A demandé Chloé un matin. Son intuition de 6 ans ayant capté quelque chose à laquelle j'avais été aveugle pendant des mois. Guillaume a levé les yeux. Surpris. Juste des trucs de boulot ? Ma princesse. Des choses d'adultes ennuyeuses. J'ai observé cet échange en beurrant des tartines. Et une froideur s'est installée dans ma poitrine. Il mentait à notre fille avec la même facilité qu'il me mentait. Combien de temps avant que Chloé et Lucas ne commencent à se demander pourquoi papa et maman ne se regardaient plus de la même façon ? Combien de temps avant que les enfants ne demandent pourquoi nous avions divorcé ? Et je devrais trouver des mots adaptés à leur âge pour leur expliquer que leur père avait choisi une autre femme plutôt que sa famille. Cet après-midi-là, alors que les enfants étaient à leurs activités périscolaires, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel Mercure du centre-ville. Le même hôtel mentionné dans leur message. Celui où mon mari avait ses réunions de travail. Le parking souterrain semblait surréaliste. Comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se dérouler. Je suis restée assise dans mon SUV pendant 20 minutes. Fixant l'entrée de l'hôtel. Essayant de trouver le courage d'entrer. Qu'est-ce que j'espérais accomplir ? Les surprendre en flagrant délit. Les confronter ? Une partie de moi espérait encore que je me trompais. Qu'il y avait une explication innocente à tout ce que j'avais vu. Mais ensuite, j'ai vu la voiture de Guillaume. Sa BMW bleu marine avec la petite bosse sur le pare-chocs arrière. Souvenir d'une balle de baseball lancée par Lucas dans le garage. Elle était garée à 3 places d'une Mercedes blanche que je reconnaissais du parking de l'entreprise. La voiture de Sophie. Celle dont elle s'était vantée en disant l'avoir achetée avec sa prime d'embauche. Ils étaient là. En ce moment même. Pendant que j'étais censée être à la maison en train de planifier le gala de printemps qui célébrerait l'entreprise où mon mari me trompait. Je ne suis pas entrée. Au lieu de cela, je suis restée assise là et j'ai pris des photos. Les plaques d'immatriculation. L'horodatage. Le nom de l'hôtel. Des preuves. Puis, je suis rentrée à la maison et j'ai fait comme si de rien n'était quand Guillaume est revenu 2 heures plus tard. Prétextant avoir été enchaîné à des appels clients.
Comment s'est passée ta journée? Mon amour? A-t-il demandé, m'embrassant sur la joue comme il le faisait depuis 8 ans. Comme si ses lèvres n'avaient pas été sur quelqu'un d'autre quelques heures auparavant. Productive? Ai-je dit. Et ce n'était pas un mensonge. Ce soir-là, je me suis portée volontaire pour aider Chloé avec son projet de science pendant que Guillaume couchait Lucas. Alors que je collais des boules de coton sur un carton pour représenter des nuages, Chloé m'a regardé avec ses yeux bruns et sérieux, hérité de son père. Maman, tu es triste à cause de quelque chose? Les enfants voient tout. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui te fait penser que je suis triste? Mon cœur? Tu fais la même tête que mamie quand elle réfléchit trop fort. Et tu me fais beaucoup plus de câlins ces derniers temps. La vérité sort de la bouche des enfants. J'avais été extra câline. En effet. M'accrochant à mes enfants comme à des ancres dans une tempête qu'ils ne savaient même pas qu'elle arrivait. Parfois, les adultes ont des choses à régler. Lui ai-je dit. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. D'accord? Maman s'occupera toujours de toi et de Lucas. Promis. Promis. Une fois les enfants endormis, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai poursuivi mes recherches. J'avais creusé plus profondément dans les politiques de l'entreprise. Et ce que j'ai trouvé était fascinant. L'entreprise avait récemment mis à jour son manuel de l'employé après un procès à leur succursale de Bordeaux. Les relations entre collègues devaient être déclarées aux ressources humaines. Le non-respect de cette obligation pouvait entraîner un licenciement immédiat pour l'employé le plus haut gradé. Ce qui serait Guillaume. Mais le plus intéressant était ce que j'ai découvert sur la situation d'Adrien Dubois. Son divorce avait été compliqué. Très public dans les cercles d'affaires de Lyon. Son ex-femme avait été surprise en train d'avoir une liaison avec son professeur de tennis. Adrien avait été dépeint comme la victime. Le PDG dévoué trahi par quelqu'un en qui il avait confiance. Je me suis souvenu d'Adrien à la fête de Noël de l'année dernière. Debout seul près du bar pendant que les couples dansaient autour de lui. Il nous avait regardés. Guillaume et moi. Avec quelque chose qui aurait pu être de l'envie. Mais j'avais été trop occupée à m'assurer que le traiteur était parfait pour le remarquer. Le lendemain, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai appelé le bureau d'Adrien. Bureau de Monsieur Dubois. Jennifer à l'appareil. Bonjour Jennifer. C'est Élise Laurent. Du service comptabilité. Je me demandais si Monsieur Dubois aurait quelques minutes pour discuter de quelques idées pour le gala de printemps. Laissez-moi vérifier son agenda. Pourriez-vous passer vers 15h cet après-midi? Mon cœur battait la chamade. Mais j'ai gardé ma voix stable. Ce serait parfait. À 15h, je suis entrée dans le bureau d'angle d'Adrien, portant ma plus belle robe. Bleu marine. Sobre mais flatteuse. Celle que j'avais achetée pour le séminaire d'entreprise de l'année dernière. Adrien a levé les yeux de son ordinateur. Et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage avant qu'il ne retrouve son calme professionnel. Élise. Je vous en prie. Asseyez-vous. Jennifer m'a dit que vous vouliez discuter du gala. Adrien Dubois était un homme séduisant. Je l'avais toujours su. Objectivement. Mais je ne l'avais jamais vraiment regardé autrement que comme le patron de Guillaume. Grand. Les cheveux poivre et sel. Avec le genre d'assurance qui vient de la direction d'une entreprise prospère. Son bureau sentait le parfum cher et le cuir. Et il m'a accordé toute son attention d'une manière qui m'a rappelé ce que c'était que d'être vu comme plus que la femme de quelqu'un. Je voulais vous soumettre quelques idées. Dis-je. M'installant dans le fauteuil en face de son bureau. Cette année, je pensais que nous pourrions essayer quelque chose de différent. De plus interactif. Peut-être une remise de prix pour les employés. Des discours qui célèbrent vraiment ce qui rend notre entreprise spéciale.
C'est une excellente idée. Vous organisez toujours des événements si élégants. C'était là. Le même ton de voix qui suggérait qu'il remarquait plus chez moi que mes seules compétences en organisation d'événements. Merci. Je pensais aussi. J'ai fait une pause. Comme si l'idée venait de me traverser l'esprit. Enfin. Vous avez traversé une période si difficile avec votre divorce. Ce serait peut-être agréable que vous n'ayez pas à assister seul à nouveau. Non que ce soit de mes affaires. Bien sûr. Les sourcils d'Adrien se sont légèrement haussés. Êtes-vous en train de me proposer de me trouver quelqu'un? Élise? En fait. Dis-je. Rencontrant son regard directement. Je pensais que si Guillaume doit voyager cette semaine-là, ce qui semble de plus en plus probable avec ses nouvelles exigences clients, je pourrais peut-être vous accompagner en tant que votre invité. Strictement professionnel? Bien sûr. Juste pour que vous ne soyez pas seul à votre propre événement d'entreprise. Le silence s'est étiré entre nous. Juste assez longtemps pour être significatif. Adrien s'est adossé à son fauteuil, m'étudiant avec un nouvel intérêt. C'est très attentionné de votre part. L'emploi du temps de voyage de Guillaume a-t-il été particulièrement chargé dernièrement? Oh. Vous savez ce que c'est. Dîner client. Réunion de travail. Déplacement pour des présentations. Parfois. J'ai l'impression de le voir à peine. Adrien a hoché la tête lentement. Je comprends parfaitement. Le travail peut certainement compliquer les relations. J'ai quitté son bureau 20 minutes plus tard avec un accord pour que nous coordonnions nos emplois du temps pour le gala. Et l'impression distincte qu'Adrien Dubois attendait une ouverture comme celle-ci depuis un certain temps. Ce jeu pouvait se jouer à deux. L'univers a un sens de l'humour tordu. 3 jours après ma rencontre avec Adrien, Guillaume a annoncé pendant le dîner qu'il avait été choisi pour représenter l'entreprise à une conférence régionale à Marseille. Le même week-end que le gala de printemps. Je suis tellement désolée. Ma chérie. A-t-il dit en coupant son steak avec le genre de déception désinvolte qu'on réserverait à un rendez-vous manqué chez le dentiste. Je sais tout le travail que tu as investi dans l'organisation de l'événement de cette année. Mais cette conférence est une opportunité énorme pour la boîte. J'ai gardé un visage parfaitement neutre. Même si à l'intérieur, je riais presque. Oh. Quel mauvais timing. Mais bien sûr, tu devrais y aller. Ces opportunités de réseautage sont si importantes pour ta carrière. Chloé a levé les yeux de ses nuggets de poulet. Ça veut dire que papa ne verra pas la jolie fête de maman? Guillaume s'est penché pour lui ébouriffer les cheveux. Papa se rattrapera auprès de tout le monde. On pourra peut-être faire notre propre petite fête quand je reviendrai. Notre propre petite fête. Quelle générosité de sa part de nous caser dans son emploi du temps chargé de rendez-vous d'hôtel avec Sophie. En fait, dis-je comme si l'idée venait de me traverser l'esprit. Adrien a mentionné qu'il redoutait d'assister à nouveau seul à la soirée après son divorce. Je pourrais peut-être y aller comme son invité. Juste pour qu'il y ait un visage familier pour aider à l'accueil. La fourchette de Guillaume s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Adrien Dubois t'a demandé d'être sa cavalière? Pas une cavalière? Ai-je dit rapidement, savourant la légère panique dans sa voix. Plutôt une courtoisie professionnelle. Tu sais comment sont ces événements d'entreprise. C'est bien d'avoir quelqu'un qui comprend les dynamiques sociales. Eh bien, je suppose que ça a du sens. Guillaume essayait d'avoir l'air compréhensif. Mais je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. La dernière chose qu'il voulait, c'était que sa femme passe une soirée avec son patron pendant qu'il était soi-disant à une conférence. Peut-être que je pourrais sauter la conférence. Ne sois pas ridicule. Cette opportunité à Marseille pourrait vraiment faire avancer ta carrière. Adrien et moi nous assurerons simplement que tes collègues se sentent les bienvenus.
très professionnel. Cette nuit-là, après que Guillaume se soit endormi, j'ai continué ma préparation. Je documentais tout depuis 2 semaines maintenant, capture d'écran des messages, photos de sa voiture à l'hôtel, registre de ses réunions clients, qui n'apparaissaient sur aucun calendrier officiel. Mais l'épreuve n'était que la moitié de la bataille. J'avais besoin de la scène parfaite pour la révélation. Le gala de printemps devait se tenir au musée des Confluences. Un lieu élégant avec des plafonds vertigineux et une architecture classique. J'avais déjà confirmé le traiteur. Les fleurs. L'installation audiovisuelle. Mais maintenant, j'ajoutais des touches spéciales que Guillaume et Sophie ne verraient pas venir. J'ai appelé l'entreprise audiovisuelle et demandé une fonctionnalité supplémentaire. La possibilité de diffuser des présentations depuis mon ordinateur portable directement sur l'écran principal pendant le cocktail. Pour la reconnaissance des employés, avais-je expliqué. Quelques photos spontanées des événements de l'entreprise. Peut-être quelques réussites d'équipe. Bien sûr. Madame Laurent. Nous aurons tout le nécessaire prêt pour votre présentation. Ensuite, j'ai visité 3 imprimeries différentes autour de Lyon pour créer des supports pour mon segment de reconnaissance des employés. Des cartes de visite, du papier à en-tête, et même une fausse adresse email qui avait l'air assez officielle pour tromper quiconque ne regardait pas de trop près. J'étais méticuleuse. Une compétence que j'avais développée après des années à organiser des collectes de fonds pour l'école et des événements d'entreprise. La partie la plus délicate était ma relation grandissante avec Adrien. Il avait commencé à m'envoyer des SMS sur les détails du gala. Et nos conversations étaient progressivement devenues moins professionnelles et plus personnelles. Il était intelligent. Drôle d'une manière pince en rire que Guillaume n'avait jamais eue. Et il me demandait mon avis comme s'il comptait vraiment. Je pensais à votre suggestion pour la reconnaissance des employés. M'a-t-il envoyé un après-midi alors que j'attendais pour aller chercher Lucas à l'école. Peut-être pourrions-nous mettre en lumière certains des héros méconnus qui rendent notre culture d'entreprise si forte. Je suis entièrement d'accord. Ai-je répondu. Certaines personnes contribuent tellement en coulisses pendant que d'autres s'attribuent simplement le mérite d'un travail qu'ils n'ont pas fait. On dirait que vous avez quelqu'un de précis en tête. Quelques personnes. En fait. Adrien était divorcé, prospère, et avait apparemment un excellent goût en matière de vin. D'après nos conversations de planification. Plus important encore, il avait l'autorité pour prendre des décisions exécutives sur les questions de personnel. Et d'après la façon dont il me regardait lors de nos réunions de plus en plus fréquentes pour le gala, j'étais de plus en plus convaincue que mon plan fonctionnerait. Guillaume, pendant ce temps, devenait négligent. Il avait commencé à prendre des appels des coordinateurs de la conférence de Marseille, dans une autre pièce, à rentrer à la maison avec des cartes d'hôtel dans sa poche qu'il oubliait de jeter, et à programmer plus de dîners clients que n'importe quel être humain ne pourrait raisonnablement manger. Tu as travaillé si dur dernièrement ? Lui ai-je dit un soir, en pliant son linge avec le même soin que j'avais toujours montré. J'espère que Marseille apprécie à quel point tu es dévoué à cette conférence. Il l'apprécie. C'est certain, a-t-il dit, sans même lever les yeux de son téléphone. En fait, ils m'ont demandé si je pouvais prolonger mon séjour jusqu'à dimanche. Pour vraiment approfondir les sessions de planification stratégique. Des sessions de planification stratégique avec Sophie. Sans aucun doute. Qui avait probablement aussi découvert un besoin soudain d'assister à des conférences éducatives à Marseille ce même week-end. C'est merveilleux. Mon chéri. Prends tout le temps dont tu as besoin. 3 jours avant le gala, j'ai eu ma dernière réunion de planification avec Adrien. Nous nous sommes retrouvés dans un bar à vin du quartier de la Presqu'île. Soi-disant pour revoir le déroulement de la soirée. Mais je pouvais sentir l'énergie entre nous se transformer en quelque chose de plus personnel.
Vous savez, dit Adrien en faisant tourner son verre de cabernet. Je dois admettre quelque chose. J'ai toujours été impressionné par la façon dont vous vous comportez lors des événements de l'entreprise. Vous avez cette capacité à faire en sorte que tout le monde se sente inclus. Mais vous êtes aussi clairement la personne la plus intelligente de la pièce. J'ai senti une bouffée de plaisir qui n'avait rien à voir avec le vin. À quand remontait la dernière fois que Guillaume avait complimenté mon intelligence ? Merci. Cela signifie beaucoup. Surtout venant de quelqu'un qui a bâti une entreprise aussi prospère. Puis-je vous poser une question personnelle ? Bien sûr. Êtes-vous heureuse, Élise, dans votre mariage ? Je veux dire, vous semblez différente ces derniers temps. Plus confiante, mais aussi comme si vous portiez quelque chose de lourd. La question est restée en suspens entre nous, chargée de possibilités. C'était mon moment. Soit pour me replier dans le territoire sur de la conversation de salon, soit pour faire le saut qui changerait tout. C'est une question compliquée, dis-je finalement. Je pense que je suis en train de découvrir que la vie que je pensais vouloir n'est peut-être pas la vie que j'ai réellement. Adrien se pencha légèrement en avant. Et quel genre de vie voulez-vous réellement ? J'ai rencontré son regard directement. Une vie où je suis valorisée pour plus que ma capacité à organiser le succès des autres. Où quelqu'un me voit comme une partenaire. Pas seulement comme un personnage secondaire dans son histoire. Pour ce que ça vaut, dit Adrien doucement. Quiconque ne voit pas votre valeur est un idiot. L'addition est arrivée et Adrien a insisté pour payer. Alors que nous marchions vers nos voitures, il s'est arrêté à côté de mon SUV. Élise. À propos de samedi soir. Oui. Je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive, je suis heureux que nous ayons appris à mieux nous connaître. Vous méritez d'être apprécié. Je suis resté là, dans le parking, à regarder cet homme qui avait pris le temps de vraiment me voir. Et j'ai pris ma décision finale concernant le gala de samedi soir. Il était temps de montrer à Guillaume et Sophie exactement ce qu'ils avaient sous-estimé. Samedi soir est arrivé avec un temps printanier parfait. Comme si l'univers lui-même préparait le terrain pour ce qui allait se dérouler. J'ai passé tout l'après-midi à me préparer, traitant cela comme la performance la plus importante de ma vie. Ce qui, à bien des égards, était le cas. J'avais choisi une robe que je n'avais jamais portée auparavant. De la soie vert émeraude qui épousait ma silhouette aux bons endroits. Sophistiquée sans être ostentatoire. Mes cheveux étaient coiffés en un chignon élégant qui mettait en valeur les boucles d'oreilles en diamant qu'Adrien m'avait offertes la veille. Un gage d'appréciation pour tout votre travail acharné, avait-il dit. Bien que nous sachions tous les deux que cela signifiait plus que ça. Adrien est venu me chercher à 19h précise, absolument renversant dans son smoking noir sur mesure. Quand j'ai ouvert la porte, son expression valait chaque centime que j'avais dépensé pour la robe. Vous êtes absolument magnifique, a-t-il dit, m'offrant son bras comme un vrai gentleman. Merci. Vous n'êtes pas mal non plus. Le trajet jusqu'au musée des Confluences nous a donné le temps de revoir notre plan une dernière fois. Adrien ne connaissait pas tous les détails de ce que j'avais préparé, mais il en comprenait assez. Il était au courant de la conférence de Guillaume. Il connaissait les violations de la politique de l'entreprise, et il savait que certains employés avaient profité de leur position d'une manière qui ne serait plus tolérée. Nous sommes arrivés pour trouver le musée transformé exactement en le lieu élégant que j'avais imaginé. Lumière tamisée, rose blanche. L'ambiance parfaite pour que l'élite des affaires de Lyon puisse réseauter et célébrer. J'ai vu des visages familiers du bureau. Tous sur leur 31. Des coupes de champagne déjà à la main. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était de voir leur PDG entrer avec la femme de Guillaume Laurent à son bras. La réaction a été immédiate et électrique.
Les conversations se sont interrompues en plein milieu. Les têtes se sont tournées. Et je pouvais pratiquement entendre les calculs mentaux qui se faisaient dans la salle. Où était Guillaume? Pourquoi Élise était-elle avec Adrien? Qu'est-ce que cela signifiait? J'ai souri gracieusement et j'ai circulé dans la salle exactement comme je l'avais fait pour les 3 galas précédents. Sauf que cette fois, je n'étais pas l'épouse dévouée de Guillaume qui s'effaçait en arrière-plan. J'étais l'invitée d'Adrien Dubois. Et la dynamique de pouvoir était complètement différente. Des collègues qui m'avaient à peine remarqué auparavant étaient soudainement très intéressés par une conversation. Élise. Tu es incroyable, a dit Jeannette des ressources humaines. Ses yeux passant d'Adrien à moi avec une curiosité à peine dissimulée. Où est Guillaume ce soir? Oh. Il avait une conférence à Marseille? Ai-je dit vivement. Quelque chose à propos de sessions de planification stratégique. Très important pour le développement de sa carrière. La main d'Adrien s'est posée légèrement sur le bas de mon dos. Un geste à la fois protecteur et possessif. Le dévouement de Guillaume à la croissance professionnelle est admirable, a-t-il dit suavement. Bien que je doive dire que son absence est définitivement à notre avantage. Élise a été inestimable pour rendre cette soirée parfaite. 20 minutes après le début du cocktail, je l'ai repérée. Sophie Martel. Portant une robe noire qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Regardant autour de la salle avec une irritation confuse. Elle s'attendait clairement à faire une sorte d'entrée. À être la compagne secrète de Guillaume pendant que sa femme restait à la maison avec les enfants comme la femme au foyer pathétique de banlieue dont elle s'était moquée dans leur message. Au lieu de cela, elle était seule. Regardant la femme qu'elle avait ridiculisée tenir salon avec l'homme le plus puissant de l'entreprise. Je me suis excusée d'une conversation sur les projections trimestrielles et je me suis approchée de Sophie avec le même sourire chaleureux que je lui avais offert pendant des mois. Sophie. Tu es ravissante ce soir. Je suis si contente que tu aies pu venir. Son sourire était crispé. Merci. Élise. Tu as l'air différente. Où est Guillaume? Il ne t'a pas dit? Il a dû s'envoler pour Marseille pour une conférence. Une opportunité de dernière minute qui était trop belle pour être manquée. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. Je pensais qu'il l'aurait sûrement mentionné à son équipe. Le visage de Sophie est devenu blême. Marseille? Oui. Le sommet régional des ventes. Très exclusif. Ils n'invitent que leurs meilleurs éléments. Je lui ai touché le bras avec une fausse sympathie. Je suis sûre qu'il a juste oublié de le mentionner avec tout ce qu'il a en tête ces derniers temps. Je me suis éloignée, laissant Sophie plantée là. Avec la réalisation naissante que Guillaume lui avait menti à elle aussi. Il n'était à aucune conférence. Il était probablement à la maison, pensant que les 2 femmes de sa vie le croyaient ailleurs. À 20h30, Adrien a pris le micro pour son discours annuel à l'entreprise. Je me suis positionnée près des commandes audiovisuelles. Mon ordinateur portable prêt avec la présentation de « Reconnaissance des employés » que j'avais si soigneusement préparée. Bonsoir à tous. A commencé Adrien. Sa voix se propageant facilement à travers l'acoustique du musée. Merci à tous de vous joindre à nous pour notre gala de printemps annuel. C'est toujours l'un de mes événements préférés car il nous donne l'occasion de célébrer non seulement nos réussites professionnelles, mais aussi les relations et la confiance qui rendent notre culture d'entreprise si forte. Relations et confiance. J'ai presque souri à l'ironie. Cette année, je veux prendre un moment pour reconnaître certaines contributions en coulisses qui passent souvent inaperçues. A poursuivi Adrien. Élise Laurent a fait un travail extraordinaire en organisant l'événement de ce soir. Et elle m'a aussi aidé à identifier certains domaines où nous pouvons renforcer notre intégrité sur le lieu de travail. C'était mon signal.
J'ai connecté mon ordinateur portable au système d'affichage principal. Soudain, les grands écrans du musée se sont remplis d'images, mais pas des photos d'entreprise que tout le monde attendait. À la place, ils ont vu défiler capture d'écran après capture d'écran de messages textes entre Guillaume Laurent et Sophie Martel. Des messages qui détaillaient non seulement leur liaison, mais aussi leur moquerie envers des collègues, leur violation de la confidentialité des clients, et les commentaires particulièrement cruels de Sophie sur d'autres employés, qualifiant notamment notre réceptionniste de « cagole » et suggérant que Janet DRH était « trop moche pour être prise au sérieux ». La salle est tombée dans un silence de mort, seulement troublé par le bruit des coupes de champagne posées sur les tables. J'ai observé les visages dans la foule. Le choc, le dégoût, la reconnaissance. Plusieurs personnes sortaient déjà leur téléphone, prenant des photos des preuves affichées à 5 mètres de haut pour que tout le monde les voie. La voix d'Adrien est restée parfaitement calme tandis qu'il continuait. Il a été porté à mon attention que certains employés ont violé nos normes professionnelles et les politiques de l'entreprise d'une manière tout simplement inacceptable. Avec effet immédiat, le contrat de travail de Sophie Martel avec notre entreprise est résilié, et Guillaume Laurent est mis en congé administratif dans l'attente d'une enquête complète. Sophie a poussé un cri qui ressemblait à celui d'un animal blessé et a commencé à se frayer un chemin à travers la foule vers la sortie. Mais le mal était fait. Tout le monde avait vu les messages, y compris ceux où elle avait partagé des informations confidentielles sur des clients avec Guillaume et fait des commentaires désobligeants sur la moitié des personnes présentes dans cette salle. De plus, a poursuivi Adrien, je suis heureux d'annoncer que nous allons promouvoir plusieurs employés qui incarnent l'intégrité et le dévouement que nous apprécions. Son regard a croisé le mien à travers la salle. Élise Laurent rejoindra notre équipe de direction en tant que directrice de la communication stratégique. Avec effet immédiat. Les applaudissements ont été assourdissants, mais tout ce que je pouvais entendre, c'était mon téléphone qui vibrait frénétiquement avec les appels insistants du numéro de Guillaume. 37 appels manqués en l'espace de 10 minutes. Adrien m'a retrouvé sur la terrasse du musée 20 minutes plus tard, où je m'autorisais enfin à respirer. « Comment vous sentez-vous » a-t-il demandé, me tendant une coupe de champagne fraîche. J'ai regardé l'horizon scintillant de Lyon, pensant à mes enfants qui dormaient en toute sécurité chez ma mère, à la nouvelle vie que j'étais sur le point de construire, à la femme que j'avais découvert que je pouvais être quand j'ai cessé d'accepter moins que ce que je méritais. Libre, ai-je dit simplement. Je me sens libre. 6 semaines plus tard, j'étais assise dans mon nouveau bureau d'angle. Oui. Un vrai bureau d'angle avec des fenêtres et tout le reste. Quand mon assistante m'a prévenu par interphone que Guillaume était dans le hall et demandait à me voir. Je m'attendais à cette conversation depuis des semaines. Les papiers du divorce avaient été signifiés. Les modalités de garde étaient en cours de finalisation. Et Guillaume vivait dans un studio près de l'aéroport tout en cherchant du travail. Il s'est avéré que lorsqu'on est licencié pour violation des politiques de l'entreprise et que sa faute professionnelle est documentée dans des captures d'écran devenues virales dans la communauté des affaires de Lyon, trouver un nouvel emploi devient remarquablement difficile. Faites-le monter, ai-je dit à mon assistante. Mais donnez-nous exactement 15 minutes. Puis interrompez-nous avec mon prochain rendez-vous. Guillaume est entré dans mon bureau avec l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 6 semaines. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. Ses vêtements froissés. Et il avait le regard vide de quelqu'un qui survivait au café de station-service et au regret. « Élise » a-t-il dit, s'arrêtant juste à l'entrée comme s'il n'était pas sûr d'être autorisé à s'approcher davantage. « Tu es incroyable. » J'étais incroyable. La robe vert émeraude n'avait été que le début. Il s'avère que lorsqu'on ne passe pas toute son énergie à gérer les mensonges et les insécurités de quelqu'un d'autre, on a le temps de se souvenir de qui on est vraiment. Je m'étais mise au sport.
Je mangeais mieux. Je dormais des nuits complètes pour la première fois depuis des mois. La réussite me va bien. Guillaume. Assieds-toi. S'il te plaît. J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. La même dynamique de pouvoir qu'Adrien avait utilisée avec moi. Mais maintenant, c'était moi qui avais le contrôle. Je n'arrive pas à croire que c'est ton bureau, a-t-il dit, regardant l'espace qui était 3 fois plus grand que son ancien bureau. Directrice de la communication stratégique. C'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose. C'est ce qui arrive quand on est valorisé pour ses contributions réelles au lieu d'être traité comme un soutien administratif non rémunéré. Guillaume a grimacé. Élise. Je veux que tu saches à quel point je suis désolée. Pour Sophie. Pour les mensonges. Pour tout. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Tu as fait une série d'erreurs, Guillaume. Et la plus grosse n'était pas de coucher avec Sophie. C'était de penser que j'étais trop stupide pour le découvrir. Je n'ai jamais pensé que tu étais stupide. Tu pensais que j'étais invisible. Tu pensais que j'étais si pathétiquement reconnaissante d'être ta femme que je ne remettrais jamais en question pourquoi tu travaillais soudainement tard tous les soirs. Ou pourquoi tu as commencé à te soucier de la qualité du fil de tes chemises. Ou pourquoi tu recevais des SMS mystérieux qui te faisaient sourire d'une manière dont tu ne m'avais pas souri depuis des années. Les mains de Guillaume tremblaient légèrement. J'ai été un idiot. Sophie ne signifiait rien. Elle était juste. Je ne sais pas. Elle me faisait me sentir jeune à nouveau. Et moi? Qu'est-ce que je te faisais ressentir? Guillaume? Qu'est-ce que 8 ans de mariage? 2 enfants et la construction d'une vie ensemble te faisaient ressentir? Il est resté silencieux un long moment. À l'aise? A-t-il dit finalement. En sécurité. Comme si je n'avais plus besoin de faire d'efforts parce que tu serais toujours là. Voilà. La vérité qui faisait plus mal que la liaison elle-même. Je n'avais pas été trahi par passion? Par amour? Ou même par attirance? J'avais été trahi pour le frisson de la nouveauté. Mise de côté parce que ma loyauté m'avait rendue ennuyeuse. Les enfants demandent de tes nouvelles? Dis-je. Changeant de sujet avant que la conversation ne devienne plus douloureuse que nécessaire. Chloé voulait savoir pourquoi tu avais déménagé dans une autre maison. Je leur ai dit que parfois, les adultes ont besoin de vivre séparément. Mais que tu seras toujours leur père. Comment le vivent-ils? Mieux que ce que tu pourrais croire. Les enfants sont remarquablement adaptables quand leur principal parent n'est pas constamment stressé et malheureux. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Tu as ton week-end de visite la semaine prochaine. S'il te plaît. Ne les déçois pas. Bien sûr que non. Élise. Je veux que tu saches que de te voir comme ça. Réussissant. Confiante. Heureuse. Ça me fait réaliser à quel point je prenais tout pour acquis. Tu méritais tellement mieux que ce que je t'ai donné. Mon assistante a frappé et est entrée. Madame Laurent. Votre rendez-vous de 14h est là. Timing parfait. Guillaume. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Vraiment. Mais s'il te plaît. Utilise l'ascenseur principal à l'avenir. L'étage de la direction est réservé aux employés. Après son départ, je me suis adossée à mon fauteuil et j'ai regardé l'horizon de Lyon. Dans 3 heures, j'irai chercher Chloé et Lucas à l'école et les emmènerai à leur cours de natation. Ce soir, Adrien et moi dînions dans un restaurant où nous pourrions nous tenir la main sans nous soucier des ragots de bureau. Parce que les ragots sur le PDG qui sort avec sa directrice de la communication stratégique étaient infiniment différents des ragots sur les liaisons et les violations de politique. Mon téléphone a vibré avec un SMS de mon avocate. Divorce finalisé. La maison est officiellement à vous.
Compte épargne retraite partagé comme convenu. Accord de garde approuvé par le juge. Félicitations pour votre nouvelle vie. J'ai répondu, merci pour tout. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis remise au travail sur la présentation que je devais faire la semaine prochaine au conseil d'administration sur l'expansion de la clientèle de notre entreprise. Parce qu'il s'avère que lorsqu'on ne dépense pas son énergie à gérer les désastres des autres, on a beaucoup de talent pour construire son propre succès. Chloé avait eu raison ce matin-là. Des semaines auparavant, quand elle m'avait demandé si j'étais triste. J'avais été triste. Triste d'accepter moins que ce que je méritais. Triste de m'être effacée pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Triste d'enseigner à ma fille que c'était à ça que ressemblait l'amour. Mais je n'étais plus triste. J'étais libre. J'étais valorisée. Et j'étais exactement là où je devais être. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de faire payer quelqu'un pour vous avoir blessé. Parfois, c'est de construire une vie tellement meilleure que celle qu'ils vous ont enlevée. Que leur absence devient la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Le chemin pour en arriver là n'avait pas été simple. Chaque jour des 2 semaines qui avaient précédé le gala avait été un exercice de maîtrise de soi. J'avais dû sourire à Guillaume. Lui demander comment s'était passée sa journée. Tout en sachant qu'il venait de passer des heures dans une chambre d'hôtel avec une autre femme. J'avais dû écouter ses mensonges sur les réunions tardives et les dîners clients. Hochant la tête avec une sympathie feinte alors qu'à l'intérieur, la rage bouillonnait. La première semaine avait été la plus difficile. La douleur était encore vive. Une plaie ouverte à chaque fois qu'il me touchait ou m'appelait, mon amour. Une nuit. Alors que les enfants dormaient, je m'étais enfermée dans la salle de bain et j'avais pleuré en silence. Le visage enfoui dans une serviette pour étouffer les sanglots. C'était la dernière fois que je me laissais pleurer pour lui. Ce soir-là, quelque chose a changé. La tristesse s'est transformée en une détermination froide et dure comme de l'acier. Je n'étais pas une victime. J'étais une stratège. Ma première véritable action, après avoir découvert les messages, avait été de me renseigner. Pas seulement sur la politique de l'entreprise, mais sur Sophie Martel elle-même. J'ai utilisé les compétences en recherche que j'avais acquises dans mon ancienne vie professionnelle. J'ai épluché son profil LinkedIn, ses comptes sur les réseaux sociaux. Elle était l'archétype de la jeune femme ambitieuse et sûre d'elle. Des photos de voyages exotiques, de cocktails dans des bars branchés, des citations inspirantes sur le fait de prendre ce qu'on veut dans la vie. Sur l'une des photos, prise lors d'un week-end à Annecy, j'ai reconnu le pull en cachemire de Guillaume posé sur une chaise en arrière-plan. C'était celui que je lui avais offert pour son anniversaire 3 mois plus tôt. J'ai sauvegardé la photo. Une autre preuve pour mon arsenal. Ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point ils étaient imprudents. Ils croyaient vraiment en ma naïveté. Guillaume laissait son téléphone déverrouillé sur la table de chevet. Sophie publiait des indices à peine voilés sur ses « week-ends surprises ». Leur arrogance serait leur perte. Pendant ce temps, mes interactions avec Adrien devenaient la seule chose authentique dans ma vie. Il était le seul à qui je n'avais pas besoin de mentir. Nos réunions pour le gala étaient devenues mon refuge. Nous parlions des arrangements de table et des choix musicaux. Mais entre les lignes, nous parlions de loyauté, de confiance, de déception. Il m'a raconté son propre divorce. Non pas avec amertume, mais avec une sorte de tristesse résignée. Il avait pardonné à son ex-femme, disait-il. Non pas pour elle, mais pour lui-même. Pour pouvoir avancer. Le plus dur, m'avait-il confié un après-midi dans son bureau. Ce n'est pas la trahison elle-même. C'est la réécriture de votre histoire. Soudain, vous regardez en arrière et vous vous demandez ce qui était réel et ce qui ne l'était pas.
Ces mots ont résonné en moi. C'était exactement ça. Chaque souvenir heureux des 8 dernières années était maintenant entaché. Notre premier anniversaire de mariage. La naissance de Lucas. Nos vacances en Italie. Tout était-il un mensonge? Adrien m'a aidé à comprendre que mon histoire n'appartenait qu'à moi. Guillaume ne pouvait pas me la voler. Il ne pouvait que se retirer de ses futurs chapitres. Le jour où Guillaume a annoncé son voyage à Marseille, j'ai dû utiliser toutes mes forces pour ne pas éclater de rire. C'était trop parfait. Son mensonge me fournissait le prétexte idéal pour me rapprocher d'Adrien publiquement, sans éveiller les soupçons. Quand je lui ai parlé de l'invitation d'Adrien, j'ai vu une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Pas de la jalousie. Non. C'était de la peur. La peur que sa petite femme docile ne soit pas si contrôlable après tout. La peur que son monde bien compartimenté, la femme à la maison, la maîtresse au travail, ne commence à s'effriter. Mais son propre mensonge le piégeait. Il ne pouvait pas protester sans révéler qu'il n'allait à aucune conférence. Il a simplement dû accepter. Le visage crispé. C'était ma première petite victoire. La semaine précédant le gala fut un tourbillon d'activités. Pendant la journée, j'étais Élise, l'organisatrice d'événements, finalisant les derniers détails avec les fournisseurs. Je passais des heures au téléphone, confirmant les livraisons de fleurs, ajustant le plan de salle, vérifiant le menu avec le traiteur. Chaque tâche accomplie était comme poser une pierre de plus à l'édifice de ma vengeance. Personne ne se doutait de rien. Pour eux, j'étais simplement la femme perfectionniste de Guillaume Laurent. Déterminée à ce que tout soit parfait. Et ça le serait. Parfaitement destructeur. Mes conversations avec Adrien se sont intensifiées. Il m'appelait souvent sous le prétexte de vérifier un détail du gala. Mais nous finissions toujours par parler d'autre chose. Nous avons découvert que nous partagions un amour pour les vieux films français et une aversion pour la cuisine fusion. Il m'a parlé de sa fille, qui étudiait à Montréal, et de la solitude qui pesait parfois dans sa grande maison vide. Je lui ai parlé de mon ancienne carrière, des ambitions que j'avais mises de côté pour élever mes enfants. Vous n'avez jamais regretté? M'a-t-il demandé un soir. D'avoir eu mes enfants? Jamais. Mais j'ai regretté d'avoir cru que je devais choisir. Qu'être une bonne mère signifiait renoncer à être moi-même. Il n'est jamais trop tard pour redevenir soi-même? Élise. Ces paroles étaient comme un baume sur une blessure que j'ignorais avoir. Il ne me voyait pas comme une mère au foyer, ou la femme de. Il me voyait comme Élise. Une personne à part entière? Avec un passé, un présent et, surtout, un avenir. Pendant ce temps, Guillaume jouait la comédie du mari dévoué mais surchargé de travail. Il rentrait tard, soupirant théâtralement en parlant de la pression de la conférence à venir. Un soir, il a ramené des fleurs. Des pivoines roses. Mes préférés. Juste pour me faire pardonner de devoir te laisser seule pour le gala, a-t-il dit en m'embrassant. L'odeur des fleurs m'a donné la nausée. J'ai souri. J'ai pris le vase. Et je les ai arrangés sur la table de la salle à manger. Un geste que j'avais fait des centaines de fois. Mais cette fois, c'était différent. Je me sentais comme une actrice dans une pièce de théâtre, jouant un rôle que je connaissais par cœur mais dont je détestais chaque réplique. En posant le bouquet, j'ai remarqué quelque chose sur le col de sa chemise. Un cheveu. Long. Blond et ondulé. Certainement pas le mien. J'ai résisté à l'envie de le lui arracher et de le lui jeter au visage. Pas encore. La patience était la clé. Le moment le plus surréaliste fut lorsque Sophie m'a appelé. 2 jours avant le gala. Salut Élise. C'est Sophie Martel.
J'espère que je ne te dérange pas. Sa voix était mielleuse. Faussement amicale. Pas du tout. Sophie. Comment vas-tu? Ai-je répondu? Mon ton tout aussi enjoué. Je vais bien. Merci. Je voulais juste te dire à quel point j'ai hâte d'être à samedi. J'ai entendu dire que tu avais fait un travail incroyable cette année. C'est gentil à toi. J'espère que tout le monde passera une bonne soirée. Oh. J'en suis sûre. Au fait. Petite question. Guillaume m'a dit qu'il serait peut-être un peu en retard. Un imprévu de dernière minute. Tu sais s'il a réussi à s'arranger? Le culot. Elle m'appelait. Moi. Pour avoir des nouvelles de notre mari commun. Elle testait les limites. Essayant de voir à quel point j'étais crédule. Le jeu m'amusait presque. Oh. Tu n'es pas au courant? Ai-je demandé, injectant une pointe de surprise innocente dans ma voix. Guillaume ne sera pas là du tout. Il a été envoyé à une conférence très importante à Marseille. Il était tellement déçu de manquer le gala. Mais c'était une opportunité de carrière qu'il ne pouvait pas refuser. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd. Vibrant de confusion et de colère contenue. Je pouvais presque l'imaginer. Le visage figé. Essayant de comprendre pourquoi Guillaume lui avait menti. Marseille? A-t-elle finalement répété, sa voix ayant perdu toute sa douceur. Oui. Il est parti ce matin. Je pensais qu'il l'aurait dit à son équipe. C'est bizarre. J'ai ajouté. En guise de coup de grâce, mais ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tu trouveras quelqu'un avec qui discuter. La soirée va être formidable. J'ai raccroché. Un sourire glacial aux lèvres. Je venais de planter la première graine du doute dans son esprit. Guillaume ne lui avait pas dit qu'il avait inventé la conférence pour elle. Il lui avait probablement dit qu'il y allait vraiment et qu'il la rejoindrait après. Il essayait de jouer sur les deux tableaux. Et il était sur le point de tout perdre. La veille du gala, j'ai déposé Chloé et Lucas chez mes parents. Ma mère a dû sentir ma tension. Car elle m'a prise dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Tout va bien. Ma chérie? Tu as l'air sur les nerfs. C'est juste le stress de l'événement. Maman. Tu sais comment je suis. Elle m'a regardé avec ses yeux sages qui semblaient lire en moi. Quoi qu'il arrive. N'oublie jamais qui tu es. Élise. Tu es plus forte que tu ne le penses. Ces mots m'ont donné le courage final dont j'avais besoin. Je suis rentrée dans une maison vide et silencieuse. La maison que nous avions construite ensemble. La maison remplie de souvenirs maintenant souillés. Mais ce soir-là, elle ne me semblait pas triste. Elle me semblait pleine de possibilités. C'était une toile vierge, attendant d'être repeinte. J'ai sorti la robe vert émeraude de Saous et je l'ai suspendue. C'était plus qu'une robe. C'était une armure. J'ai préparé une petite valise pour Guillaume, remplie de ses affaires pour sa conférence. Je lui ai même laissé un petit mot sur l'oreiller, bonne chance à Marseille. Mon amour. Brille comme tu sais le faire. Je penserai à toi. Élise. Chaque mot était un mensonge empoisonné. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur une dernière fois. J'ai vérifié la présentation. Les captures d'écran étaient organisées de manière chronologique, racontant une histoire claire et dévastatrice. J'ai ajouté la photo du pull en cachemire, avec une légende simple, Annecy. Octobre. J'ai même inclus des extraits du règlement intérieur de l'entreprise, surlignant les clauses sur les conflits d'intérêts et le harcèlement moral. Ce n'était pas seulement une vengeance personnelle. C'était un dossier professionnel. Imparable.
J'ai reçu un SMS d'Adrien. Prête pour demain? J'ai regardé mon reflet dans l'écran noir de l'ordinateur. La femme qui me regardait n'était plus la même qu'il y a 2 semaines. Ses yeux n'étaient plus remplis de tristesse, mais de détermination. Elle n'était plus l'épouse de Guillaume Laurent. Elle était Élise. Et elle était prête. J'ai répondu, plus que jamais. La soirée du gala est arrivée. En me préparant, j'ai mis la musique que j'aimais. Pas celle que Guillaume tolérait. J'ai pris mon temps, savourant chaque étape. Le maquillage, la coiffure, le moment où j'ai enfilé la robe de soie. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu une femme trahie. J'ai vu une guerrière. Quand Adrien est arrivé, le regard qu'il m'a lancé n'était pas seulement de l'admiration. C'était du respect. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vraiment vue. En entrant dans le musée, l'adrénaline a commencé à monter. J'étais sur mon territoire. J'avais choisi chaque fleur, chaque morceau de musique, chaque canapé. J'avais créé cette scène. Et j'allais diriger la pièce qui allait s'y jouer. Mon échange avec Janet DRH a été crucial. Elle était la gardienne des règles. Une femme stricte mais juste. En voyant la désapprobation sur son visage à la mention de l'absence de Guillaume, j'ai su que j'avais déjà une alliée. Même si elle ne le savait pas encore. Quand elle verrait l'épreuve, elle serait la première à exiger des sanctions. Et puis, il y a eu Sophie. La voir, si sûre d'elle au début. Puis voir son assurance se fissurer quand je lui ai parlé de Marseille. C'était délicieux. Je n'ai pas eu besoin d'être méchante. La vérité, livrée avec un sourire innocent, était bien plus cruelle. Je l'ai laissé mariner dans son propre poison, se demandant pourquoi son amant l'avait laissée seule. Pourquoi il lui avait menti. Elle n'était pas sa partenaire dans le crime. Elle était juste un autre pion dans le jeu égoïste de Guillaume. Et elle était sur le point d'être sacrifiée. Alors que l'heure du discours d'Adrien approchait, je me suis sentie étrangement calme. Tout était en place. Les invités, l'ambiance, les écrans géants qui attendaient. J'ai jeté un dernier regard autour de moi, mémorisant les visages, l'atmosphère de célébration ignorante. C'était le calme avant la tempête. Ma tempête. Adrien est monté sur scène, et un silence respectueux s'est fait. Il était le roi dans son château. Et ce soir, j'étais sa reine. Il a commencé son discours. Les mots sur la confiance et l'intégrité résonnant avec une ironie mordante. Je me suis dirigée vers la console audiovisuelle. Le cœur battant au rythme lent et puissant d'un tambour de guerre. Le technicien m'a regardé, attendant mon signal. Quand M. Dubois dira intégrité sur le lieu de travail, vous lancerez la présentation? Ai-je murmuré. Il a hoché la tête, inconscient de la bombe qu'il s'apprêtait à déclencher. Adrien a prononcé les mots magiques. J'ai fait un signe de tête au technicien. Le monde de Guillaume Laurent était sur le point d'exploser. Et j'avais la main sur le détonateur. L'écran s'est allumé. La première image à apparaître fut un selfie de Guillaume et Sophie. Pris dans un restaurant. Ils souriaient à l'objectif. La tête de Sophie posée sur l'épaule de Guillaume. En bas. La date, 12 novembre. Juste à côté. Un extrait de leur conversation de ce soir-là. Guillaume, super soirée. J'ai dit à Élise que j'étais à un dîner client. Elle a tout gobé. Comme d'habitude. Sophie, elle est tellement prévisible. C'est presque trop facile. Un murmure collectif a parcouru la salle. Les visages souriants se sont figés.
Les vers se sont arrêtés à mi-chemin des lèvres. J'ai vu Janet DRH halter, sa main se portant à sa bouche. À côté d'elle, le directeur financier, un homme d'ordinaire impassible, avait les sourcils froncés dans une expression de pure incrédulité. Adrien, sur scène, a gardé un visage de marbre, comme s'il ne voyait pas le chaos qui se déroulait derrière lui. C'était le plan. Il devait rester au-dessus de la mêlée. Le dirigeant impartial forcé de réagir à une situation scandaleuse. La présentation a continué. Chaque diapositive était un coup de poignard. Une photo de leur carte de chambre d'hôtel côte à côte. Chambre 412. Comme d'habitude. Une capture d'écran de Sophie se moquant de la tenue d'une collègue lors de la fête de Noël. Tu as vu son pull? On dirait qu'elle l'a tricoté elle-même avec les poils de son chat. Pathétique. L'employé en question était là. Dans la salle. J'ai vu ses yeux s'embuer de larmes et son mari passer un bras protecteur autour de ses épaules. Le venin n'était pas dirigé seulement contre moi. Il s'était moqué de tout le monde. Leurs collègues, leurs subordonnés, même leurs supérieurs. C'était une erreur stratégique monumentale de leur part. En s'attaquant à tout le monde, ils s'étaient assurés de n'avoir aucun allié. Puis est venue la partie la plus accablante. Une série de messages où Guillaume partageait des informations confidentielles sur un client avec Sophie. Un client sur lequel elle n'était pas censée travailler. Guillaume, le client X est sur le point de signer. Ils ne savent pas que leur concurrent principal a déjà fait une meilleure offre. Garde ça pour toi. Sophie, intéressant. Ça pourrait être utile pour mon propre portefeuille. Merci pour l'info. Mon amour. Tu es le meilleur. C'était plus qu'une liaison. C'était une faute professionnelle grave. Une violation de l'éthique qui pouvait coûter des millions à l'entreprise et ruiner sa réputation. Le murmure dans la salle s'est transformé en un grondement sourd de colère. Des gens se penchaient les uns vers les autres, chuchotant avec indignation. Le directeur financier a sorti son téléphone et a commencé à taper furieusement. Il prévenait probablement le service juridique. J'ai cherché Sophie dans la foule. Elle était pétrifiée. Son visage d'une pâleur cadavérique. Elle ne cherchait plus à fuir. Elle était piégée. Exposée sous les lumières crues de la vérité. Ses yeux allaient des écrans à mon visage, remplis d'un mélange de haine et de réalisation. Elle comprenait enfin. Je n'étais pas la femme au foyer stupide et passive qu'elle avait imaginée. J'étais son bourreau. Le diaporama a atteint son apogée avec les messages les plus cruels. Ceux qui me concernaient directement. Sophie, elle m'a demandé ma routine de soins pour la peau aujourd'hui. J'ai eu envie de lui dire que la jeunesse ne s'achète pas chez Monoprix. Mais j'ai juste souri et dit que c'était la génétique. Guillaume, parfois. Sa gentillesse m'épuise. C'est tellement ennuyeux. Avec toi. C'est différent. C'est excitant. Ennuyeux. Ce mot a résonné dans mon esprit. Toute ma vie. Tout mon amour. Tout mon soutien. Résumé en un seul mot méprisant. J'ai senti une pointe de douleur. La dernière braise du chagrin qui refusait de s'éteindre. Mais elle a été rapidement balayée par une vague de justification glaciale. Il méritait ça. Il méritait ça. La dernière diapositive est apparue. C'était la photo que j'avais trouvée sur les réseaux sociaux. Le pull en cachemire de Guillaume, négligemment jeté sur une chaise, lors de leur week-end à Annecy. En dessous, la clause du manuel de l'employé sur l'obligation de déclarer toute relation intime entre collègues, sous peine de licenciement pour faute grave. L'écran est ensuite devenu noir. Le silence qui a suivi était total, assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber.
Tous les regards étaient maintenant tournés vers Adrien, attendant sa réaction, son jugement. C'est là qu'il a repris la parole. Sa voix, après le chaos visuel que nous venions de subir, était un modèle de calme et d'autorité. Il a été porté à mon attention, a-t-il commencé? Et personne dans la salle ne doutait un instant qu'il n'était pas au courant avant ce soir? Que certains employés ont violé nos normes professionnelles et les politiques de l'entreprise d'une manière tout simplement inacceptable. C'était le signal pour que Sophie tente de s'échapper. Elle a commencé à se frayer un chemin vers la sortie. Le visage baissé, tandis que les gens s'écartaient d'elle comme si elle était une paria. Mais les portes de sa carrière, de sa réputation, venaient de se refermer définitivement. Adrien a continué. Imperturbable. Avec effet immédiat, le contrat de travail de Sophie Martel avec notre entreprise est résilié. Chaque mot était clair, précis, sans appel. Et Guillaume Laurent est mis en congé administratif dans l'attente d'une enquête complète qui, je pense, il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer, ne sera qu'une formalité. Le message était clair. Guillaume était fini. Puis, Adrien s'est tourné légèrement vers moi. Il n'a pas regardé directement dans ma direction, mais j'ai senti son soutien. Notre entreprise a été construite sur des valeurs de confiance, de loyauté et d'intégrité. Ces valeurs ont été bafouées. Il est de notre devoir de les restaurer et de montrer que nous ne tolérons pas de tels comportements. Il a marqué une autre pause, laissant l'audience absorber la gravité de la situation. L'ambiance festive du gala avait complètement disparu, remplacée par une atmosphère de tribunal. De plus, a poursuivi Adrien, sa voix se faisant plus forte, plus inspirante. Je suis heureux d'annoncer que nous allons promouvoir plusieurs employés qui incarnent l'intégrité et le dévouement que nous apprécions. Dans le cadre d'une restructuration visant à renforcer notre communication interne et externe, et à s'assurer que notre image reflète nos valeurs fondamentales, j'ai décidé de créer un nouveau poste. C'était le moment. Mon cœur a fait un bond. Élise Laurent, a-t-il annoncé? Et cette fois, il m'a regardé droit dans les yeux, un léger sourire aux lèvres, qui, comme vous le savez, possède une expérience considérable en communication et une compréhension inégalée de la culture de notre entreprise, rejoindra notre équipe de direction en tant que directrice de la communication stratégique. Avec effet immédiat. Un instant de stupeur a parcouru l'assemblée. Puis, quelqu'un a commencé à applaudir. C'était Jeannette, DRH. Son applaudissement a été suivi par un autre, puis un autre, jusqu'à ce que toute la salle éclate en un tonnerre d'applaudissements. Ce n'était pas seulement un soutien pour moi. C'était une approbation de la justice qui venait d'être rendue. C'était un rejet de la trahison et de la malhonnêteté qu'il venait de voir exposée. Je suis resté là, au milieu de cette ovation. Et pour la première fois, les larmes me sont montées aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération. De triomphe. J'avais repris le contrôle de mon histoire. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans mon sac à main. Guillaume. Il devait être en train de regarder le gala en direct. Une option que j'avais moi-même suggérée pour les employés en déplacement. Il était en train de voir sa vie s'effondrer en temps réel. Depuis son appartement sordide ou sa chambre d'hôtel. Seul. L'ironie était exquise. Alors que les applaudissements commençaient à s'estomper, Adrien a levé son verre. Levons nos verres, a-t-il dit. À un nouveau chapitre pour cette entreprise. Un chapitre basé sur l'honnêteté, le respect et l'intégrité. À l'avenir. À l'avenir.
a répondu la foule. Et le bruit des verres qui s'entrechoquaient a remplacé le silence tendu. La fête reprenait. Mais l'énergie avait changé. Les gens venaient vers moi. Non plus avec pitié ou curiosité, mais avec admiration. Ils me félicitaient pour mon nouveau poste, me serraient la main, me disaient que j'avais été courageuse. J'avais cessé d'être la femme de Guillaume Laurent. J'étais devenue Élise Laurent, la directrice de la communication stratégique. Mon nom, enfin, m'appartenait de nouveau. Adrien est descendu de la scène et s'est approché de moi. « Vous avez été parfaite », a-t-il murmuré. Sa voix basse pour que je sois la seule à l'entendre. « Nous avons été parfaits. » Ai-je corrigé. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Le mérite vous revient entièrement. J'ai seulement ouvert la porte. C'est vous qui l'avez franchie. Nous sommes restés silencieux un instant, regardant la scène. La fête continuait. Mais Sophie était partie. La carrière de Guillaume était en ruine. J'avais non seulement survécu, mais j'avais prospéré. La vengeance était douce, mais la renaissance était encore plus douce. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un flou surréaliste. Les gens affluaient vers moi. Leur visage un mélange de sympathie pour ma situation personnelle et de respect pour mon audace professionnelle. Des collègues que je ne connaissais que de nom venaient me serrer la main. C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue dans cette entreprise, m'a dit Marc, du département marketing. Sophie Martel a eu ce qu'elle méritait. Elle était odieuse avec les assistantes, a ajouté une jeune femme dont j'avais oublié le nom. J'ai accepté leurs compliments avec un sourire poli, hochant la tête, tout en sentant un étrange détachement. Une partie de moi était encore sur cette terrasse. 2 semaines plus tôt, le cœur brisé en 1000 morceaux. L'autre partie était déjà projetée dans l'avenir, dans mon nouveau bureau, planifiant ma première journée de travail. Cette soirée n'était pas une fin en soi. C'était un point de passage, une transition brutale mais nécessaire entre l'ancienne Élise et la nouvelle. J'ai remarqué le directeur financier, Jean-Pierre, qui s'approchait d'Adrien, son visage grave. Je les ai vus converser à voix basse, hochant la tête. La machine de l'entreprise était déjà en marche, gérant les retombées. L'enquête sur Guillaume serait rapide. Le partage d'informations confidentielles était un motif de licenciement pour faute lourde, sans indemnité. Il ne perdait pas seulement sa femme et sa réputation. Il perdait aussi sa sécurité financière. Mon téléphone continuait de vibrer dans mon sac. Une pulsation insistante et désespérée. Je l'ai ignoré. Guillaume n'avait plus aucune prise sur moi. Ses appels étaient les échos d'un monde qui n'existait plus. Adrien est revenu à mes côtés une demi-heure plus tard. La foule commençait à se disperser. « Prête à partir ?» m'a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Plus que prête. Nous avons quitté le musée sans un regard en arrière. L'air frais de la nuit lyonnaise était vivifiant sur ma peau. C'était comme si je respirais pour la première fois depuis des semaines. Dans la voiture, le silence était confortable. Il n'y avait pas besoin de mots pour analyser ce qui venait de se passer. Nous étions partenaires dans cette entreprise, et nous avions réussi. J'ai demandé à mon assistante de préparer votre contrat demain matin, a dit Adrien en brisant le silence. Et de commencer les démarches pour aménager le bureau du 3e étage pour vous. Celui avec la vue sur le Rhône. J'ai souri dans l'obscurité. Vous aviez tout prévu. J'ai toujours cru en votre potentiel, Élise. J'attendais juste que vous y croyiez vous-même. Il m'a déposé devant la maison de mes parents. Avant que je ne sorte, il a posé sa main sur la mienne. Un geste simple,
mais chargé d'une chaleur inattendue. Reposez-vous bien. Une nouvelle vie commence demain. Merci. Adrien. Pour tout. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture. Puis je suis entrée. La maison était silencieuse. Mes parents m'avaient laissé un mot sur la table de la cuisine, me disant qu'ils étaient fiers de moi. Je suis montée à l'étage et j'ai regardé mes enfants dormir dans leur chambre d'amis. Leur visage paisible était mon encre. Ma raison. Tout ce que j'avais fait ce soir, c'était aussi pour eux. Pour leur montrer l'image d'une mère forte, qui ne se laisse pas détruire, qui se bat pour ce qu'elle mérite. J'ai finalement sorti mon téléphone. 52 appels manqués de Guillaume. Et une avalanche de messages. Je les ai lus. Non pas par curiosité, mais pour clore définitivement ce chapitre. Le premier, Élise. Qu'est-ce que tu fais? Appelle-moi tout de suite. Le suivant, c'est une blague? C'est une sorte de vengeance tordue? Tu es en train de ruiner ma vie. Puis la panique, s'il te plaît. Élise. Décroche. On peut arranger ça. Je suis désolée. Tellement désolée. Et enfin. La supplication, ne me fais pas ça. Pense aux enfants. Pense à notre famille. Je t'aime. S'il te plaît. Je t'aime. Ces mots, qui avaient autrefois fait battre mon cœur, sonnaient maintenant creux et pathétiques. L'amour, pour lui, n'était qu'un outil. Une dernière carte à jouer quand il avait perdu la partie. Il n'avait pas pensé aux enfants quand il était dans cette chambre d'hôtel. Il n'avait pas pensé à notre famille quand il se moquait de moi avec sa maîtresse. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Puis, j'ai ouvert mes emails et j'ai vu un message de mon avocate, à qui j'avais donné le feu vert plus tôt dans la journée. La procédure de divorce a été officiellement lancée ce matin. Les papiers seront signifiés à M. Laurent lundi. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couchée. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormie instantanément. D'un sommeil profond et sans rêve. Le lendemain matin, le monde semblait différent. Plus lumineux. Le café avait meilleur goût. J'ai joué avec mes enfants dans le jardin de mes parents, riant de leurs bêtises. Et je me suis sentie légère. Le poids que je portais depuis des mois. Le poids de la suspicion. Du chagrin et de la colère. S'était envolé. Ma mère est venue s'asseoir à côté de moi sur le banc. Adrien Dubois a appelé. Il voulait s'assurer que tu allais bien. C'est un homme bien. J'ai souri. Oui. Il l'est. Et Guillaume? Je ne sais pas. Et pour la première fois. Ça m'est égal. Nous sommes restées silencieuses. À regarder Chloé et Lucas courir dans l'herbe. Mon téléphone professionnel. Celui que l'entreprise m'avait envoyé par coursier le matin même. A sonné. C'était Adrien. Bonjour. Élise. J'espère que je ne vous dérange pas pendant votre week-end. Bonjour. Adrien. Pas du tout. Je voulais juste vous informer. Jean-Pierre a passé en revue les dossiers ce matin. La faute professionnelle de Guillaume est avérée et documentée. Le service juridique prépare son licenciement pour lundi matin. Quant à Sophie Martel, elle est venue récupérer ses affaires il y a 1 heure. Discrètement. C'est efficace, ai-je commenté. Nous ne plaisantons pas avec notre réputation. Ni avec le bien-être de nos employés. Il y a eu une courte pause. L'équipe de communication est très excitée à l'idée de travailler avec vous. Ils vous attendent lundi. J'ai hâte. Moi aussi. Élise.
Prenez soin de vous ce week-end. Ce que vous avez fait demande beaucoup de force. Assurez-vous de recharger vos batteries. Je le ferai. Merci. Adrien. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que l'histoire était terminée. La vengeance était accomplie. Le drame était terminé. Ce qui restait, c'était la suite. La vie. Ma vie. La confrontation au gala n'était pas seulement la destruction de Guillaume. C'était la construction d'Élise. Chaque capture d'écran projetée était une brique de ma nouvelle fondation. Chaque applaudissement était le ciment qui la solidifiait. J'avais transformé l'humiliation en pouvoir, la trahison en opportunité. Je ne savais pas exactement de quoi mon avenir serait fait. Je savais que j'aurais des défis à relever en tant que mère célibataire et cadre supérieur. Je savais que la blessure de la trahison mettrait du temps à cicatriser complètement. Et je ne savais pas ce que ma relation naissante avec Adrien deviendrait. Mais pour la première fois depuis 8 ans, j'étais aux commandes de ma propre vie. Je n'étais plus la passagère d'un navire dirigé par quelqu'un d'autre. J'étais la capitaine de mon âme. Le soir, après avoir couché les enfants, je suis restée sur la terrasse, à regarder les étoiles. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a quelques semaines à peine, pleurant en silence dans sa salle de bain. Je lui ai envoyé de la compassion, mais pas de la pitié. Elle avait dû traverser cette épreuve pour que je puisse exister. Un SMS est arrivé sur mon nouveau téléphone. C'était Adrien. Une simple photo. Un verre de vin rouge, avec la vue de Lyon depuis son balcon. La légende disait, à votre avenir, Élise. J'ai souri et j'ai répondu. À notre avenir, Adrien. La boucle était bouclée. La destruction était terminée. La reconstruction pouvait commencer. Le lundi matin est arrivé avec la promesse d'un commencement. En entrant dans le hall de l'immeuble de bureau, je me sentais comme une étrangère et en même temps, comme si j'étais exactement à ma place. J'ai salué la réceptionniste, qui m'a regardé avec un respect nouveau. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de la direction, mon cœur battant non pas de nervosité, mais d'excitation. Mon bureau était magnifique. Spacieux. Lumineux. Avec une immense baille vitrée donnant sur le Rhône. Des fleurs fraîches des pivoines roses étaient posées sur le bureau. Un instant. Mon estomac s'est noué, me rappelant le bouquet empoisonné de Guillaume. Mais une petite carte reposait à côté. Pour un nouveau départ. Bienvenue dans l'équipe. Adrien. J'ai souri. Il avait transformé un mauvais souvenir en un symbole d'espoir. C'était ça. La différence entre lui et Guillaume. L'un utilisait la beauté pour manipuler, l'autre pour guérir. Mon assistante, une jeune femme vive et efficace nommée Camille, m'a accueillie et m'a fait un résumé de la matinée. L'équipe de communication est prête pour la réunion de 10 heures. Monsieur Dubois a demandé à vous voir 5 minutes avant, dans son bureau. Et l'ancien bureau de Monsieur Laurent est en train d'être vidé en ce moment. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour sa discrétion. Merci. Camille. À 9h55, je me suis présentée au bureau d'Adrien. Il m'a accueillie avec un sourire chaleureux. Prête pour votre premier jour? Plus que prête. Je voulais juste vous dire en personne que l'ensemble du conseil d'administration a approuvé votre nomination à l'unanimité ce matin. Ils ont été impressionnés par la manière dont la situation a été gérée. C'est une bonne nouvelle. C'en est une excellente. Vous avez carte blanche pour restructurer le département comme vous l'entendez. Je vous fais entièrement confiance. Cette confiance était un cadeau plus précieux que le bureau ou le salaire. C'était la reconnaissance de ma valeur,
Une chose que j'avais cessé d'attendre de mon propre mari. La réunion avec mon nouvelle équipe s'est déroulée à merveille. J'ai découvert des professionnels talentueux mais qui manquaient de direction. J'ai exposé ma vision, mes idées pour rendre la communication de l'entreprise plus dynamique, plus authentique. J'ai écouté leurs suggestions. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti mon cerveau s'animer. Les idées fusaient. Je n'étais plus en train de planifier des menus de traiteur. J'étais en train de bâtir une stratégie. J'étais vivante. Les semaines qui ont suivi ont été intenses. Je travaillais de longues heures. Mais ce n'était pas une corvée. C'était une passion. Je rentrais le soir, fatiguée mais comblée, pour retrouver mes enfants. Nous avons trouvé notre nouveau rythme. Les matins n'étaient plus une course effrénée pour préparer Guillaume. Ils étaient des moments calmes où nous prenions notre petit déjeuner ensemble. Les soirs, après les avoir couchés, je m'asseyais parfois dans le silence de mon appartement. J'avais emménagé dans un bel appartement en centre-ville et je savourais ma solitude. Ce n'était plus un vide, mais un espace à moi, que je pouvais remplir comme je le souhaitais. Guillaume a tenté de me contacter par l'intermédiaire de son avocat. Il contestait le licenciement, exigeait une part plus importante des biens, menaçait de se battre pour la garde exclusive des enfants. Mon avocate, une femme redoutable, a balayé toutes ses tentatives. Il n'a rien. Élise. Les preuves de sa faute professionnelle sont accablantes. Quant à la garde, son comportement a démontré une grave erreur de jugement. Aucun juge ne lui donnera raison. Il bluffe. Et c'est ce qu'il a fait. Finalement, face à la perspective d'un procès public qui étalerait encore plus ses méfaits, il a tout accepté. Le divorce a été prononcé rapidement. Il a obtenu un droit de visite un week-end sur 2. La première fois qu'il est venu chercher les enfants, l'échange a été bref et glacial. Il avait l'air hagard, diminué. Il n'a pas osé croiser mon regard. Chloé et Lucas étaient heureux de voir leur père, et j'ai fait de mon mieux pour garder une façade cordiale pour eux. Mais en fermant la porte derrière eux, je n'ai ressenti ni tristesse, ni colère. Juste une immense pitié. Il avait tout eu. Et il avait tout gâché par pure arrogance. Ma relation avec Adrien a évolué lentement, avec une prudence mutuelle. Nous étions d'abord collègues. Nos déjeuners de travail étaient stimulants. Nos réunions productives. Il était mon mentor, mon patron, mon allié. Mais il y avait une alchimie sous-jacente, une tension agréable qui grandissait dans les silences. Un soir, environ 2 mois après le gala, nous travaillions tard sur une proposition importante. Nous étions les derniers au bureau. Nous avons bien mérité un verre, a-t-il dit en rangeant ses dossiers. Il y a un petit bar à vin que j'aime bien. Pas loin d'ici. Si vous n'êtes pas trop fatigué. J'adorerais. Ai-je répondu? Sans hésitation. Dans l'ambiance tamisée du bar, loin de la formalité du bureau, les barrières ont commencé à tomber. Nous avons parlé de nos vies. De nos espoirs. De nos peurs. J'admire votre force. Élise. M'a-t-il avoué. Son regard intense. Ce que vous avez fait. Beaucoup de gens se seraient effondrés. J'étais sur le point de m'effondrer. Ai-je admis. Mais ensuite, j'ai réalisé que la colère pouvait être un carburant. Et que je devais le faire. Pour moi. Mais aussi pour mes enfants. Je ne voulais pas qu'ils grandissent en voyant leur mère accepter d'être invisible. Vous êtes tout sauf invisible. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je savais que quelque chose avait changé.
Ce n'était plus seulement une relation professionnelle. C'était le début de quelque chose d'autre. Quelque chose de fragile, mais de potentiellement merveilleux. Les mois ont passé. L'automne est arrivé, peignant les arbres le long du Rhône de couleur chaude. J'avais trouvé mon équilibre. Mon équipe au travail était performante et motivée. Mes enfants étaient heureux et adaptés à leur nouvelle vie. Et Adrien et moi continuions nos dîners occasionnels, apprenant à nous connaître en dehors des murs du bureau. Il avait rencontré mes enfants lors d'un pique-nique d'entreprise que j'avais, ironiquement, organisé. Il avait été charmant avec eux, leur parlant comme à de vraies personnes, jouant au football avec Lucas et écoutant attentivement Chloé lui raconter une longue histoire sur son école. Un samedi après-midi. Alors que je me promenais dans le parc de la Tête d'Or avec les enfants, j'ai croisé Sophie Martel. Elle était seule, assise sur un banc, l'air perdu. Elle avait beaucoup changé. Ses vêtements de marque avaient été remplacés par un jean et un pull simple. Son maquillage impeccable avait disparu. Elle semblait plus jeune et infiniment plus triste. Nos regards se sont croisés. Une lueur de panique a traversé ses yeux, et elle a commencé à se lever pour partir. Mais je ne lui ai pas lancé un regard de triomphe. J'ai simplement hoché la tête. Un geste neutre, presque compatissant. Elle s'est arrêtée, surprise. Puis elle a baissé les yeux et s'est éloignée rapidement. En la regardant partir, je n'ai ressenti aucune satisfaction. Sa vie avait été détruite. C'est vrai. Mais elle était jeune. Elle avait le temps de se reconstruire, d'apprendre de ses erreurs. Sa punition n'était plus mon affaire. Ma victoire n'était pas sa défaite. Ma victoire, c'était ma propre vie. La joie que je ressentais en poussant mes enfants sur la balançoire. Le soleil d'automne sur mon visage. Ce soir-là, Adrien m'a invité à dîner chez lui. Sa maison était élégante et minimaliste, mais chaleureuse. Il avait cuisiné lui-même. Un plat simple mais délicieux. Après le dîner, nous étions sur son balcon. Un verre de vin à la main, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas. J'ai beaucoup réfléchi. Élise, a-t-il dit. Sa voix sérieuse. À nous. Mon cœur a manqué un battement. Je sais que les choses sont compliquées. Je suis ton patron. Tu sors d'un divorce difficile. Mais je ne peux plus ignorer ce que je ressens pour toi. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux sincères. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Les mots sont restés suspendus dans l'air frais de la nuit. C'était tout ce que j'avais rêvé d'entendre un jour, mais venant de quelqu'un qui le pensait vraiment. Quelqu'un qui m'avait vu à mon plus bas et qui m'avait aidé à me relever. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi. Adrien? Ai-je répondu? Ma voix à peine un murmure. Il n'a pas sauté sur moi. Il a simplement pris ma main et l'a serrée. Prenons notre temps, a-t-il dit. Construisons quelque chose de solide. Quelque chose de vrai. Tu le mérites. Nous le méritons. En rentrant chez moi cette nuit-là, je me sentais en paix. Le fantôme de Guillaume était enfin parti. L'histoire de la vengeance était terminée. Une nouvelle histoire commençait. Une histoire d'amour, de respect et de seconde chance. Une histoire que j'écrirai moi-même. À mes propres conditions. Notre relation s'est épanouie avec la douceur d'un printemps après un long hiver. Nous avons respecté notre promesse de prendre notre temps. Au bureau, nous sommes restés Adrien et Élise, le PDG et sa directrice. Notre professionnalisme créant un paravent discret autour de notre affection naissante. Mais en dehors,
Nous étions simplement Adrien et Élise. Nous explorions les traboules du Vieux Lyon les week-ends. Nous partagions des croissants dans de petites boulangeries. Nous allions voir des films d'art et d'essai que Guillaume aurait jugés prétentieux. Je redécouvrais ma propre ville. Et je me redécouvrais moi-même à travers ses yeux. Il était patient, attentionné. Et surtout, il m'écoutait. Il se souvenait de petites choses que je lui disais. Le nom de la maîtresse de Chloé. Le dinosaure préféré de Lucas. Il ne cherchait pas à me remplacer. Ni à remplacer le père de mes enfants. Il cherchait simplement à se faire une place. Doucement. Respectueusement. Dans la vie que j'étais en train de reconstruire. 1 an a passé depuis le gala. Une année de transformation profonde. Mon département de communication était devenu l'un des plus performants de l'entreprise. Salué pour ses campagnes innovantes. J'avais gagné le respect de mes pairs. Non pas parce que j'étais la protégée du PDG. Mais parce que j'étais douée dans mon travail. J'avais embauché du personnel. Géré des budgets. Voyagé pour des conférences faisant tout ce que j'avais autrefois cru sacrifier sur l'autel du mariage. Les enfants s'étaient habitués à notre nouvelle routine. Leur week-end avec Guillaume se passait bien. Il semblait avoir touché le fond avant de commencer une lente remontée. Il avait trouvé un poste moins prestigieux dans une plus petite entreprise et vivait plus modestement. Lors de nos brefs échanges pour les enfants, il était poli. Presque humble. La rage et l'arrogance avaient été remplacées par une sorte de résignation mélancolique. Parfois, je voyais dans son regard un éclair de regret. Pas seulement pour ce qu'il avait perdu, mais pour celui qu'il aurait pu être. Un jour, il m'a dit, tu sais, Élise, je suis content pour toi. Tu as l'air heureuse. Tu le mérites. C'était la chose la plus sincère qu'il m'ait dite depuis des années. Et d'une certaine manière, cela m'a permis de lui pardonner. Non pas pour lui, mais pour moi. Pour libérer la dernière once d'amertume qui pouvait encore subsister. L'hiver suivant, Adrien m'a emmené à Megève pour un week-end. Juste tous les deux. Mes parents gardaient les enfants. C'était la première fois que je partais en vacances sans eux depuis leur naissance. Dans le chalet confortable. Avec la neige qui tombait doucement dehors et le feu qui crépitait dans la cheminée. Nous nous sentions loin de tout. Un soir, alors que nous étions assis près du feu, un verre de vin chaud à la main, il a sorti une petite boîte de sa poche. Mon cœur s'est arrêté. Élise, a-t-il commencé? Sa voix un peu tremblante. Il y a 1 an et demi, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui organisait un gala. Elle était brillante. Forte et pleine de grâce. Même si son monde était sur le point de s'effondrer. J'ai passé l'année suivante à la regarder se reconstruire. Non pas à partir des cendres, mais en utilisant les flammes pour forger quelque chose de nouveau et de magnifique. Il a ouvert la boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas une bague de fiançailles. C'était une clé. Une clé simple et élégante, attachée à un porte-clés en argent. Je ne veux pas me précipiter. Je ne veux pas que tu aies l'impression que je remplace une cage par une autre, a-t-il dit doucement. Mais je veux construire une vie avec toi. Ceci est la clé de ma maison. Elle est aussi la tienne? Si tu le veux. Sans pression. Sans attente. Juste une porte ouverte. Les larmes ont coulé sur mes joues. Mais cette fois, c'était des larmes de pure joie. Ce geste était si profondément lui. Si respectueux de mon indépendance et de mon parcours. Il ne me demandait pas de l'épouser. Il m'invitait à partager une vie. Oui. Ai-je chuchoté. Je le veux. Nous avons emménagé ensemble 6 mois plus tard.
Non pas dans sa grande maison minimaliste, ni dans mon appartement en ville. Nous avons acheté une nouvelle maison. La nôtre. Sur les hauteurs de la Croix-Rousse. Avec un petit jardin pour que les enfants puissent jouer. C'était une maison remplie de nos livres. De notre musique. De nos rires. Chloé et Lucas adoraient Adrien, qui avait trouvé le parfait équilibre entre être une figure d'autorité bienveillante et un partenaire de jeu enthousiaste. La vie n'était pas un conte de fées. Nous avions nos désaccords, nos jours de fatigue. Gérer une famille recomposée et 2 carrières exigeantes était un défi. Mais notre relation était basée sur quelque chose que je n'avais jamais eu avec Guillaume, un partenariat égal. Nous parlions. Nous nous écoutions. Nous nous soutenions. Nous étions une équipe. Un soir, 2 ans après le gala, j'étais assise sur le canapé, lisant une histoire à Lucas, tandis que Chloé faisait ses devoirs à la table de la cuisine et qu'Adrien préparait le dîner, fredonnant la même chanson qu'il fredonnait toujours en cuisinant. Le parfum de l'ail et du basilic flottait dans l'air. C'était une scène de bonheur domestique simple, ordinaire. Et pourtant, elle était extraordinaire. J'ai regardé autour de moi, dans cette maison remplie de chaleur et d'amour, et j'ai pensé à la femme que j'étais. Celle qui pliait des uniformes dans une chambre silencieuse, le cœur lourd d'un pressentiment. J'ai ressenti une immense gratitude pour elle, pour son courage d'avoir regardé dans le téléphone de son mari, pour sa force d'avoir transformé sa douleur en action. Le gala de ma revanche, comme je l'appelais secrètement dans ma tête, n'avait pas été le point final de mon histoire. Ça avait été le début. Ce n'était pas une histoire sur la façon dont j'avais détruit la vie de mon mari infidèle. C'était une histoire sur la façon dont j'avais construit la mienne. Adrien s'est approché et m'a embrassé sur le front. « À quoi tu penses ?» a-t-il murmuré. J'ai levé les yeux vers lui. Mon cœur débordant d'un amour calme et profond. À quel point j'ai de la chance, ai-je dit. Et c'était la vérité. La trahison de Guillaume avait été une tempête dévastatrice qui avait tout rasé sur son passage. Mais après la tempête, le soleil était revenu. Et sur le sol fertile de ma nouvelle liberté, j'avais planté un jardin plus beau et plus résistant que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'étais libre. J'étais aimée. Et j'étais, enfin, complètement moi-même.